Comment financer les études supérieures de ses enfants ? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine ? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre ? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je suis Pauline Janico, journaliste au particulier, et dans cet épisode, je vais vous parler de Vincent et Samia, âgés de 48 et 50 ans. Ils se sont installés il y a une vingtaine d'années dans le Tarn-et-Garonne. Ces deux ingénieurs vivent avec leurs enfants, Julie et Max, âgés de 16 et 14 ans, dans une ancienne ferme qu'ils ont entièrement rénovée. Le couple marié en séparation de biens est propriétaire de sa résidence principale. Samia détient aussi un bien locatif. Vincent et Samia n'ont par contre rien prévu pour financer les études supérieures de leurs enfants. Or, Julie et Max vont sans doute quitter leur foyer pour suivre une école ou une fac dans une autre région. Alors, quelles sont les solutions pour anticiper ces futures dépenses ? Souscrire un prêt étudiant est-il judicieux ? Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à Marc Tempelman, cofondateur de l'application Cashbee. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour Pauline. Alors selon la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, le coût d'une rentrée atteint en moyenne 3 157 € pour un étudiant non boursier, mais cela n'inclut pas le transport, l'alimentation ou encore le logement pour un étudiant qui part de chez lui. Quel budget annuel faut-il prévoir pour faire ses études ? Alors c'est une question très vaste et c'est une réponse qui peut varier forcément en fonction de la ville, voire du pays dans lequel l'enfant va étudier. Donc si j'ai bien compris, Julie et Max ont envie d'aller étudier ailleurs que dans le Tarn-et-Garonne. A priori, oui, ils devraient étudier ailleurs. Et donc si on imagine un point de départ qui est des frais de scolarité, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, ça tourne autour de 10 000 € par an, voire un peu plus. Bien, il faut y rajouter, comme vous l'avez dit, les coûts de transport, d'alimentation et surtout du logement. Et ce logement peut varier fortement en fonction de la ville, de là où se trouve l'université ou l'école en question, notamment si elle est parisienne. Mais pour faire simple, il faut partir des frais de scolarité qui sont sans doute de 10 000 € ou plus par an, mais auxquels il faut donc rajouter ce fameux coût du logement et le coût de la vie. Et là aussi, ça va se compter en plusieurs milliers d'euros par an. Ok, c'est une grosse dépense qu'il faut anticiper au maximum. Comment s'y prendre concrètement ? Alors, vous avez parfaitement raison de souligner l'importance de cette dépense, en cumulé surtout, parce que les études, ça se fait sur 3, voire 5, voire plus d'années. Et donc, en cumulé, c'est une énorme dépense pour le foyer. Dans le cas de Vincent et Samia, ils s'y prennent un peu tard, parce que Julie et Max ont déjà 16 et 14 ans. Oui. Donc, dans l'idéal, ils vous auraient posé la question il y a déjà une dizaine d'années, et le nombre de solutions de placement serait bien plus large. Là, si on se dit que Julie et Max vont partir dans respectivement 2 et 4 ans, le nombre d'options de placement se réduit parce qu'il faut évidemment pas mettre à risque cette épargne qu'on met de côté et ne pas se retrouver à court. Donc, quelles sont les solutions envisageables ? Alors, on va commencer par parler de solutions où le risque est minime, voire inexistant. Donc, ça commence par des livrets réglementés comme le livret A ou son cousin, le LDDS, qu'on peut ouvrir au nom des enfants. Il se peut d'ailleurs que ces deux enfants aient déjà le livret A parce que c'est souvent le support d'épargne que les grands-parents aiment bien ouvrir pour leurs petits-enfants. L'avantage de ces deux supports, c'est que pas de risque. L'argent, on peut le retirer quand on veut. L'inconvénient, c'est qu'il est limité en montant. Donc le livret A, on peut pas y mettre plus de 22 950 € dessus. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il rémunère relativement peu. Sa rémunération tombe sous les 2% à partir du 1er août de 2025. Alors, les contraintes, vous y avez répondu. Quelles sont donc les autres solutions possibles ? Alors, l'autre solution très populaire en France pour l'épargne à moyen et long terme, c'est l'assurance vie. Alors, dans l'assurance vie, on peut mettre énormément de choses. On peut mettre énormément de solutions de placement qui vont des plus risquées et qui visent des rendements très élevés aux moins risqués, voire sans risque. Et encore une fois, vu l'horizon de placement dont on vient de parler, on parle de 4 ans pour Max et de 2 ans pour Julie. Il y a très peu d'horizon de placement. Ouais. L'horizon de placement est court. C'est très faible. Et donc, on ne peut pas se permettre de conseiller aux parents d'aller vers des supports à risque pour essayer d'aller chercher un rendement très élevé. Au contraire, il va falloir se concentrer sur le fonds euro. Donc, pour être clair, le fonds euro est une des solutions possibles qu'on peut mettre au sein d'une assurance vie. Il se trouve que le fonds euro est à capital garanti. C'est l'assureur qui vous garantit que vous ne pouvez pas perdre de l'argent sur ce que vous mettez dedans. Et c'est aussi l'assureur qui, tous les ans, va déterminer le taux. Ça s'appelle le taux de participation au bénéfice, mais ça revient à un taux d'intérêt qui est versé sur le fonds euro, sur l'argent que vous mettez dans le fonds euro. Aujourd'hui, on peut espérer, sans grande difficulté, pouvoir toucher
2,6, peut-être 2,8, voire même 3%. Ça dépend de l'assureur. S'ils avaient un peu plus de temps devant eux, si les enfants étaient un peu plus jeunes, pour le coup, là, ils pourraient se permettre de prendre un peu plus de risques. Absolument. Et dans ce cas-là, je les conseillerais de regarder aussi des supports avec un peu de risque, de type des fonds obligataires ou peut-être même un peu d'actions. Je sais qu'en France, culturellement, on craint le marché action. Il faut juste savoir que sur des durées très longues, le rendement du marché action monde est de l'ordre de 8% par an. Donc, on est largement au-dessus de ce que peut rapporter le fonds euro. Mais la fiscalité de l'assurance vie n'est-elle pas trop contraignante ? Alors, la fiscalité sur l'assurance vie, on en fait tout un fromage, entre guillemets. Typiquement, on dit, non, il faut bloquer l'argent sur l'assurance vie au moins pendant 8 ans. Il est vrai qu'au-delà de 8 ans de détention, on peut bénéficier d'un certain nombre d'abattements, donc un certain nombre d'avantages fiscaux. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder, qu'on ne peut pas retirer, ou le terme exact étant de faire des rachats partiels sur son assurance vie avant ce terme de 8 ans. Donc, en fait, l'assurance vie est une enveloppe parfaitement liquide. On peut accéder à ce qu'on met dedans, surtout le fonds euro, ça reste parfaitement liquide. Mais lors des rachats partiels, si vous avez réalisé des gains, les gains seront taxés. Ils seront taxés à la flat tax, mais le taux d'imposition est le même sur les intérêts versés sur des livrets d'épargne classiques. Oui. Donc, la flat tax, on rappelle, c'est 30%. 30%. Est-ce que ces contrats d'assurance vie doivent être ouverts au nom des enfants ? Alors, c'est une vraie question. L'avantage de le faire, c'est qu'on peut impliquer les enfants dans l'effort d'épargne qu'on fait pour eux, enfin, que les parents font pour Julie et Max, et ça fait partie de l'éducation financière. Ça peut être très, très utile plus tard. Première observation. Deuxième observation, quand vous créez des poches dédiées à un objectif particulier, et là c'est très clair, la poche elle est créée pour financer une partie des études des enfants, l'effort d'épargne devient plus concret, plus tangible, et on y parvient mieux. On pourrait se dire, je mets de côté, 400 € par mois, dont 200 € pour les enfants. Oui, sauf que quand on met 100 € spécifiquement sur un contrat de Julie et 100 € pour le contrat de Max, ça rend les choses extrêmement tangibles et on arrive à se motiver assez. Ouais, c'est plus concret. Ouais. Exactement. Il n'y a pas que des avantages. Oui. L'inconvénient possible, c'est que lorsque vous ouvrez un contrat d'assurance vie au nom des enfants, ce contrat d'assurance vie leur appartient. Oui. Et c'est leur argent. On ne peut pas tout faire. Exactement. Notamment à partir du moment où ils atteignent l'âge adulte, Julie et Max sont absolument pas forcés d'utiliser cet argent pour payer l'école, pour payer leurs dépenses courantes. Ils peuvent, je grossis le trait, prendre tout l'argent et faire un tour du monde ou donner une grosse fête. Ouais. C'est leur argent, c'est en leur nom et juridiquement, cet argent leur appartient. Donc, attention quand même à rendre les choses trop facilement accessibles. Enfin, vous pouvez faire confiance à vos enfants, mais c'est une question à se poser. Parce qu'il faut en être conscient en amont. D'accord, très bien. Quel versement il faut prévoir ? Alors, d'abord, les Français, et j'imagine que les parents de Julie et Max en font partie, sont très bons pour mettre de côté. Enfin, le taux d'épargne en France, il est de 18%, c'est énorme. On est vraiment très fort pour mettre de côté. En revanche, un conseil simple, mais très, très efficace dans ce domaine, c'est d'automatiser cette mise de côté, cet effort d'épargne. Et ça se fait très facilement via des prélèvements mensuels. Versements programmés, c'est ça ? Des versements libres programmés, des versements programmés qui font que tous les mois, vous allez mettre une certaine somme spécifique sur le support de votre choix et qui sera placé pour vous. Ça vous enlève un poids, entre guillemets, administratif. Vous enlevez ça de votre tête et vous laissez faire le temps. Or, le temps, en matière d'argent et en matière d'épargne, est un vecteur de création de richesse très puissant. Alors, c'est le fameux concept des intérêts composés ? Exactement. C'est là où les petits que vous générez en plaçant une certaine somme à un certain taux font eux-mêmes des petits dans le temps. Et donc, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous mettez de côté 100 € par mois à 4%, au bout de 2 ans, ça ne fait pas 2400 €, ça fera 2448 €. Mais au bout de 5 ans, vous allez déjà être à 6500 €. Au bout de 20 ans, bien plus de 35 000 €. Donc, c'est les intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts. Et c'est un effet boule de neige. Plus le temps passe, plus cet effet boule de neige est puissant. Si on n'a pas de capacité ou peu de capacité d'épargne, le crédit étudiant, c'est une bonne solution ? Alors, évidemment, dans la mesure du possible, il faut l'éviter. On charge l'enfant, le jeune adulte, qui va commencer sa vie active avec une dette sur le dos. Maintenant, oui, c'est une bonne solution parce qu'il faut avouer et reconnaître que bon nombre d'études sont devenues extrêmement chères, extrêmement coûteuses, et que les banques sont prêtes à contribuer à cet effort en proposant des crédits
parfois à des taux très attractifs qui peuvent même atteindre le 0%, souvent associés à des conditions quand même. Des conditions spécifiques, ouais. Voilà, il y a souvent des conditions qui sont à côté avant de pouvoir obtenir un prêt à taux zéro. Souvent, d'ailleurs, c'est pour des montants limités. Mais oui, on peut tout à fait faire appel à un crédit bancaire. La quasi-totalité des grandes banques en proposent. Il faut quand même bien regarder les conditions. Est-ce qu'on commence à payer des intérêts tout de suite, ou est-ce qu'au contraire, on peut bénéficier d'intérêts différés? C'est-à-dire qu'on a l'argent quand on commence ses études, on finance ses études avec, et à partir du moment où on rentre en vie active, c'est là où la charge financière se manifeste. Évidemment, ça, structurellement, c'est un avantage parfaitement cohérent avec l'objectif du prêt. Il faut regarder aussi, j'imagine, les conditions de remboursement, les frais de dossier. Les frais de dossier, oui, il faut les regarder. Ils sont souvent relativement faibles, donc c'est pas nécessairement un énorme facteur de décision. Donc, mais ça commence par le taux et le montant maximal. Merci Marc Toppelman pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs de la plateforme d'épargne Cashbee. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.